Un explorateur pas comme les autres. Johann Ludwig Burckhardt n'était pas un simple aventurier. Né en Suisse à la fin du XVIIIe siècle, il s'est forgé une carrière qui le mènera à des terres aussi éloignées que dangereuses. En 1808, alors que l'Europe est déchirée par les guerres napoléoniennes, Burckhardt, fils d'un opposant à l'empereur, traverse une crise personnelle. Forcé de quitter son pays natal, il trouve refuge en Angleterre. Mais les temps sont durs. Londres, frappé par les blocus imposés à cause des guerres, ne lui offre ni emploi ni soutien financier de sa famille. C'est une rencontre fortuite avec Joseph Banks, le célèbre botaniste ayant accompagné le capitaine Cook qui changera son destin. Banks dirige l'African Association, un groupe d'aristocrates obsédés par la découverte des mystères du continent africain, notamment la source du Niger et la légendaire Tombouctou. 5 expéditions avaient déjà échoué lorsque Burckhardt se propose pour une nouvelle tentative. Avec une préparation minutieuse, il se lance dans une transformation totale. Il apprend l'arabe à Cambridge, suit des cours de sciences, de médecine et de navigation. Plus impressionnant encore, il s'entraîne physiquement pour les conditions extrêmes du désert. Sous le soleil brûlant de la campagne anglaise, il marche tête nue, dort à même le sol et se nourrit de plantes sauvages, imitant la rigueur qu'il devra endurer dans le Sahara. Lorsqu'il quitte Londres en 1809, ses instructions sont claires. Il doit se rendre en Syrie pour parfaire ses connaissances linguistiques et s'immerger dans les coutumes orientales. 2 ans plus tard, il partira pour le Caire, puis au-delà, à travers le désert libyen en direction du Fezzan, avant de tenter la grande traversée du Sahara jusqu'à Tombouctou. Burckhardt s'engage dans cette mission avec une détermination froide et méthodique, prêt à affronter les défis qui l'attendent, tout en sachant que beaucoup n'en sont jamais revenus. Johann Ludwig Burckhardt ne se contentait pas de préparer ses voyages de manière superficielle. Il s'imposait une rigueur impressionnante, consciente des dangers qui l'attendaient. En tant qu'Européen en territoire hostile, il comprenait que le moindre faux pas pouvait lui coûter la vie. C'est pourquoi, au-delà de ses compétences linguistiques et scientifiques, il avait une stratégie précise, se fondre dans le paysage, adopter non seulement l'apparence, mais aussi les mœurs locales. Dès son arrivée en Syrie, Burckhardt s'imprègne de la culture orientale avec une précision quasi obsessionnelle. Il adopte les vêtements traditionnels, se met à pratiquer les rituels religieux et se fait appeler Ibrahim ibn Abdallah, un nom qui lui permet de voyager sous une fausse identité et de passer inaperçu dans des régions où la présence d'un Européen serait immédiatement suspecte. Cette dissimulation n'est pas un simple déguisement, c'est une immersion profonde, une adaptation quasi totale pour survivre et accéder à des lieux interdits. Son premier grand voyage à destination de Tombouctou est chargé d'incertitudes. Le Sahara est un océan de dunes où le moindre détour peut mener à une mort certaine. Le jeune Suisse est conscient des risques, ayant entendu les récits de ceux qui n'en sont jamais revenus. Pourtant, il est animé par une soif de découverte presque irrépressible. Il comprend que pour percer les mystères de l'Afrique et du Moyen-Orient, il doit se fondre dans la masse et gagner la confiance des peuples qu'il rencontrera. Burckhardt ne fait pas que voyager, il documente avec minutie tout ce qu'il voit. Son esprit curieux cherche à comprendre les systèmes sociaux, les relations entre les tribus, les échanges commerciaux et même les dynamiques politiques de ces régions. Ces observations offrent des descriptions uniques et détaillées des paysages, des marchés, des caravanes et des cités perdues. Tout cela sans jamais s'arrêter à la surface. Chaque détail, chaque coutume, chaque objet qu'il découvre devient un élément clé de son récit.
En fait, Burckhardt ne voyage pas pour la simple aventure. Il veut laisser un témoignage durable, une trace des mondes que l'Europe ne connaît pas encore. C'est ce désir de partager le savoir, de faire découvrir des cultures entières au reste du monde qui fait de lui bien plus qu'un explorateur. C'est un pionnier des études orientales et son héritage influencera les générations d'explorateurs et de scientifiques qui suivront ses traces. Voyager sous une fausse identité. Comme nous avons vu, pour réussir ses expéditions dans des régions où les étrangers sont rarement tolérés, Johann Ludwig Burckhardt se transforme en Ibrahim ibn Abdallah. Ce n'était pas qu'un simple pseudonyme, mais une identité qu'il portait au quotidien pour passer inaperçu dans un monde méfiant des Francs européens. En Syrie, cependant, malgré son costume arabe soigné, son apparence occidentale suscite parfois des soupçons. À Antioche, un drogman, interprète du gouverneur, ose tirer sur sa barbe, l'accusant d'être un imposteur. Burckhardt, face à cette humiliation publique, réagit sans hésiter en giflant l'interprète, un geste audacieux pour démontrer qu'il ne tolérerait aucune insulte dans un environnement dans lequel l'honneur et la réputation dictaient les interactions sociales. Durant 2 ans et demi, principalement à Alep, il se consacre à l'apprentissage de l'arabe et se familiarise avec la culture locale. Il se plonge dans l'étude du Coran, mémorisant des passages clés qui l'aideront à renforcer son identité d'Ibrahim. Ces années d'études et d'immersion le préparent aux défis à venir, notamment ses interactions avec les Bédouins, ces nomades du désert dont il apprend les coutumes et le mode de vie. Mais la vie d'Ibrahim n'est pas sans danger. Burckhardt fait face à des fièvres récurrentes, des vols et des agressions. Dans une attaque près de Sokneh, des bandits le dépouillent de tout, ne lui laissant que son caleçon. Forcé de marcher sous un soleil brûlant, il en souffre terriblement. Pourtant, Burckhardt persévère, conscient que son camouflage culturel et linguistique est son principal atout pour survivre dans ces contrées hostiles. Il sait que, malgré les épreuves, cette identité d'emprunt est la clé qui lui ouvrira les portes des lieux interdits, comme la Mecque, où seuls les vrais croyants peuvent se rendre. Durant ces années en Syrie, Burckhardt ne se contente pas de suivre les sentiers battus. Son engagement à se fondre dans la société locale l'amène à des situations où le danger est omniprésent. Lors de ses séjours dans les caravansérails, ces haltes traditionnelles pour les marchands et voyageurs, il fait face à la méfiance et à la curiosité des locaux. À plusieurs reprises, il est interrogé sur ses origines. Même s'il se présente comme un humble marchand, son accent ou certaines de ses réactions trahissent parfois son origine européenne. Un autre incident marquant survient lors d'une de ses excursions dans les environs d'Alep, où il se lie avec des tribus bédouines. Ces hommes, au code d'honneur strict mais parfois imprévisible, testent régulièrement son authenticité. Lors d'un rassemblement autour du feu, un chef de tribu lui demande de réciter des versets du Coran, une épreuve décisive pour évaluer sa sincérité religieuse. Heureusement, Burckhardt, grâce à ses années de mémorisation, parvient à réciter parfaitement les passages appropriés, gagnant ainsi leur respect temporaire. Mais cette confiance reste fragile. Un seul faux pas pourrait tout compromettre. Son adaptation à cette nouvelle identité n'est cependant pas uniquement mentale. Il endure des épreuves physiques terrifiantes qui marquent son passage en Orient. En plus des maladies qu'il combat avec difficulté, il doit aussi gérer les conditions climatiques extrêmes du désert. Le soleil implacable, les tempêtes de sable et la rareté de l'eau font partie de son quotidien. Une anecdote plus surprenante témoigne de la capacité de Burckhardt à s'intégrer au-delà des frontières culturelles.
Lors d'une halte dans une oasis reculée, il soigne un chef bédouin souffrant de fièvre violente. Utilisant ses connaissances médicales, il lui administre des remèdes rudimentaires, ce qui lui vaut la gratitude de la tribu pour un temps. Parmi les nombreuses anecdotes de ses voyages, une autre expérience particulièrement révélatrice survient lorsqu'il traverse le désert syrien avec une caravane. Le chemin est long et périlleux, et à plusieurs reprises, Burckhardt fait face à des tensions au sein du groupe de voyageurs. Il raconte un incident où l'un des guides, soupçonnant encore ses origines européennes malgré ses efforts pour se fondre dans la communauté, tente de le mettre à l'épreuve en provoquant une altercation. L'accusation est simple, il n'est pas l'un des leurs, il ne supportera pas les rigueurs du désert. Burckhardt, cependant, garde son calme et répond avec assurance, utilisant des expressions locales et des références religieuses pour renforcer son rôle de fidèle musulman. Un autre épisode fascinant se déroule lors d'un passage en Égypte où il assiste à une cérémonie religieuse dans une mosquée importante. Ici, plus qu'ailleurs, l'atmosphère est tendue car Burckhardt sait qu'une erreur pourrait lui coûter la vie. Il doit suivre les rituels avec précision sans trahir son inconfort. Il raconte dans ses écrits comment il ressentait le poids de chaque regard posé sur lui, comme si chaque fidèle cherchait à déceler le moindre faux geste. Malgré toutes ces difficultés, ce sont les voyages au contact des tribus nomades qui marquent le plus Burckhardt. Il découvre un monde régi par des règles strictes où l'hospitalité est sacrée, mais où la méfiance vis-à-vis des étrangers reste forte. Lors d'une autre rencontre avec des nomades, il parvient à négocier l'achat de chameaux, un geste qui scelle temporairement son acceptation dans le groupe. Ces moments de tension sont toujours accompagnés d'une vigilance constante, car il sait que chaque acte, chaque parole peut être mal interprétée et provoquer des conséquences désastreuses. Burckhardt vit constamment dans l'incertitude entre la confiance qu'il gagne à travers ses connaissances et ses gestes et le danger latent qu'il court à chaque instant. Cette dualité entre l'intégration et le risque d'être découvert rend son parcours fascinant non seulement en tant qu'explorateur mais aussi en tant qu'observateur de ces sociétés secrètes et rigides. Un Indien venu des Alpes. Pour tromper les autorités locales, Burckhardt adopte une couverture ingénieuse. Il se fait passer pour un marchand indien musulman de retour en Orient après avoir vécu en Angleterre. Cela lui permet de dissimuler sa maîtrise approximative de l'arabe. Lorsque quelqu'un lui demande de parler hindi, il répond en utilisant un dialecte suisse alémanique, rugueux et incompréhensible pour quiconque, même pour un Allemand. Ce subterfuge fonctionne à merveille, lui permettant de voyager avec discrétion, malgré son apparence quelque peu exotique. Dans ses récits, Burckhardt mentionne une autre figure célèbre de l'époque, Ali Bey al-Abbasi, un aventurier espagnol qui avait visité la Mecque en 1807. Burckhardt n'hésite pas à le critiquer pour son style ostentatoire, se déplaçant dans une magnificence orientale. Contrairement à Ali Bey, Burckhardt préfère la modestie. Il voyage en mendiant ou monté sur des montures modestes comme un cheval, un âne ou un chameau, accompagné uniquement d'un serviteur. Cette humilité volontaire n'était pas seulement une question de sécurité, mais une philosophie de vie. Burckhardt comprenait que l'apparat et l'arrogance pouvaient attirer l'attention et éveiller les soupçons. Son choix de se fondre dans la foule, de vivre au plus près des conditions locales, renforce l'authenticité de ses voyages et son engagement envers la découverte. Plus qu'un simple déguisement,
Cette approche témoigne de la profonde intelligence stratégique de l'explorateur suisse, toujours à la recherche de la vérité derrière les façades des civilisations. Les trésors de Petra. En 1812, Johann Ludwig Burckhardt réalise un exploit monumental. Il devient le premier Européen à pénétrer dans la cité antique de Petra, un joyau caché au cœur du désert jordanien. Cette découverte n'est pas le fruit du hasard, mais bien d'une planification méticuleuse et d'une audace calculée. Burckhardt, toujours déguisé en pèlerin musulman, entend parler des ruines lors de son voyage de Damas au Caire. Curieux et déterminé, il entreprend un détour vers Wadi Moussa, une vallée escarpée que peu d'étrangers avaient osé explorer. Sachant que la moindre suspicion pouvait signer sa perte, Burckhardt utilise un subterfuge pour justifier sa présence. Il achète une chèvre et explique à son guide qu'il souhaite la sacrifier sur la tombe d'Aaron, le frère de Moïse, qui se trouve non loin de là, au sommet d'une colline. Ce stratagème le conduit à l'entrée du célèbre Sikh, un étroit canyon sinueux qui dissimule l'ancienne capitale nabatéenne. L'exploration de Petra par Burckhardt n'est pas seulement une découverte archéologique, c'est une véritable aventure où chaque pas est risqué. À son arrivée dans le Sikh, l'étroitesse des parois rocheuses accentue le mystère et l'isolement du lieu. Burckhardt sait qu'il pénètre dans un territoire sacré pour les Bédouins locaux, des descendants directs des Nabatéens, et que tout faux mouvement pourrait lui coûter la vie. Lorsqu'il arrive au bout du défilé, Burckhardt se trouve face à l'un des plus impressionnants monuments antiques du Proche-Orient, le Khazneh, ou trésor, un mausolée creusé dans la roche. Le spectacle qui s'offre à lui est époustouflant. L'apparition soudaine du Khazneh, creusé avec une précision incroyable dans la roche, frappe Burckhardt. Ce monument, haut de plus de 40 mètres, est un symbole de la richesse et du savoir-faire nabatéen, des marchands qui contrôlaient autrefois les routes commerciales à travers le désert. Burckhardt réalise immédiatement l'importance de sa découverte, bien qu'il soit contraint de la garder secrète pour ne pas éveiller la suspicion des habitants. La ville de Petra, taillée directement dans les falaises de grès rose, dévoile peu à peu ses mystères, ses tombeaux et ses temples, jadis oubliés par le monde occidental. Il qualifie les ruines de l'une des plus élégantes de Syrie, un témoignage de la grandeur de la civilisation nabatéenne. Le choc visuel est immense. L'étendue du site contraste avec le silence et l'abandon qui règne dans les ruines. Ce qui frappe Burckhardt, c'est aussi la manière dont la ville semble se fondre dans la nature, comme si elle avait toujours fait partie du paysage. Les façades taillées dans le grès rose changent de couleur au fil de la journée, donnant à l'endroit une aura presque surnaturelle. Il ne peut cependant que se contenter d'une exploration rapide, toujours sous l'œil méfiant des Bédouins. À tout moment, la couverture de Burckhardt pourrait être compromise, et il n'oublie pas que la curiosité des locaux pourrait facilement le faire passer pour un espion européen. Donc, Burckhardt ne peut s'attarder trop longtemps. Les Bédouins qui vivent autour de Petra, méfiants, l'observent en permanence. Dans cet environnement hostile, il sait que sa sécurité repose sur sa capacité à maintenir son déguisement et à ne pas éveiller de soupçons. Il ne peut, par conséquence, qu'admirer brièvement les lieux avant de s'éclipser rapidement, emportant avec lui des souvenirs inestimables qui, des années plus tard, révéleront au monde entier l'existence de cette cité perdue. Cette expérience, bien qu'intense, n'est que le début d'une série de découvertes que Burckhardt s'apprête à réaliser dans le monde arabe. Mais Petra restera à jamais l'un des plus grands trésors qu'il ait révélé au monde occidental. Un témoignage vivant de civilisations oubliées,
et de villes perdues dans les sables du temps. Sur les traces des pharaons le long du Nil. En novembre 1812, après avoir traversé le désert du Sinaï, Burckhardt atteint le Caire, épicentre du monde arabe à l'époque. C'est là qu'il espère se joindre à une caravane en partance pour l'ouest, afin d'explorer le désert africain. Cependant, il choisit de ne pas se précipiter, estimant qu'il ne maîtrise pas encore suffisamment le dialecte arabe local pour entreprendre cette aventure. Cette décision, qu'il juge sage sur le moment, aura des conséquences inattendues. La prochaine caravane ne partira pas avant plusieurs années. Pourtant, loin de rester inactif, Burckhardt décide d'exploiter ce retard pour explorer le Nil. Il entreprend alors une remontée du fleuve, s'enfonçant vers le sud, toujours en quête de nouvelles découvertes. Lors de ce voyage, il s'aventure au-delà de la troisième cataracte, vers des territoires méconnus qui bordent le Soudan actuel. C'est là, dans une région encore inexplorée par les Occidentaux, qu'il tombe par hasard sur l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'Égypte antique, le temple d'Abou Simbel, construit par Ramsès II. Le choc de la découverte est immense. Alors qu'il gravissait une pente sablonneuse, Burckhardt aperçoit 4 colossales statues partiellement enfouies dans le sable. Ces sculptures monumentales, qui dominent l'entrée du temple, sont une vision inédite pour l'explorateur. Il note, fasciné, l'immensité des figures et la grandeur de l'œuvre, se rendant compte qu'il est l'un des premiers occidentaux à contempler ce site millénaire. Mais la remontée du Nil n'est pas sans épreuve. Burckhardt décrit les difficultés auxquelles il doit faire face dans ses lettres à l'African Association. Il écrit depuis une cour misérable, adossé à son chameau, en plein milieu du désert et sous les vents brûlants du Khamsin. Le voyage est rude, les conditions hostiles, mais chaque kilomètre parcouru le rapproche un peu plus des mystères de l'Égypte ancienne, rendant son aventure aussi périlleuse qu'inestimable. Toujours infatigable et curieux, lors de son voyage en Arabie, Burckhardt atteint encore Médine puis La Mecque, 2 villes saintes sur lesquelles il rédige des notes extrêmement détaillées, inédites à l'époque en Europe. Son déguisement d'Ibrahim ibn Abdallah atteint une telle perfection qu'il parvient même à tromper Mohamed Ali, le puissant pacha d'Égypte. Celui-ci envoie 2 fuqaha, experts en jurisprudence islamique, pour examiner la connaissance religieuse de Burckhardt. Grâce à sa maîtrise du Coran, il les impressionne suffisamment pour passer leur test avec succès. Cette épreuve lui permet de recevoir le prestigieux titre de Hajj pèlerin, un accomplissement remarquable pour un Européen déguisé en croyant musulman. Cependant, ce voyage n'est pas sans conséquences pour sa santé. Le climat aride et les conditions difficiles aggravent ses accès de fièvre et de dysenterie, affaiblissant progressivement son état physique. Après avoir exploré l'Arabie durant 2 ans et demi, Burckhardt retourne finalement au Caire en juin 1815. Mais son séjour dans la capitale égyptienne est de courte durée. En avril 1816, la peste ravage la ville. Craignant pour sa vie, Burckhardt décide de fuir l'épidémie en se rendant dans le Sinaï, qu'il explore pendant 3 mois en compagnie de tribus bédouines. Durant ce périple, Burckhardt ne se contente pas d'observer passivement. Il tient un journal de voyage extrêmement riche en détails sur les coutumes, les traditions et le mode de vie des Bédouins, faisant de ses écrits l'un des témoignages anthropologiques les plus complets de l'époque. Ces observations s'avéreront si précieuses que, plusieurs décennies plus tard, elles seront utilisées par les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale pour mieux comprendre et naviguer dans ces territoires désertiques.
Le dernier périple. Le temps finit par attraper Johann Ludwig Burckhardt. Après des années de préparatifs et d'attentes frustrantes, aucune caravane ne part pour l'Ouest. Il écrit alors à ses supérieurs de l'African Association, désespéré: « J'ai conscience de soumettre votre patience à rude épreuve, mais la mienne sombre aussi dans l'enfer de la torture. » Son corps, affaibli par les fièvres répétées et la dysenterie, lui rappelle constamment ses limites. Burckhardt se sent prisonnier de l'inertie, cloué au Caire, incapable de réaliser son rêve ultime, atteindre Tombouctou. En décembre 1817, alors que les caravanes se remettent enfin en route, Burckhardt est à bout. Sa santé, déjà fragile, s'est rapidement détériorée. Il sait qu'il ne pourra jamais entreprendre cette expédition tant espérée. 2 mois plus tôt, en octobre, il est alité, ravagé par une dysenterie aiguë. Le 15 octobre 1817, il rend son dernier souffle dans une modeste chambre du Caire, loin des contrées africaines qu'il avait tant voulu explorer. Son rêve de découvrir les mystères de Tombouctou reste inachevé. Pourtant, Burckhardt ne meurt pas en vain. Ses découvertes sur Petra et Abou Simbel, ainsi que ses récits détaillés sur la vie arabe et bédouine, constituent un héritage précieux. Ses écrits, remplis de descriptions minutieuses de terres inexplorées et de peuples oubliés, en font un pionnier de l'exploration du monde arabe et africain. Même s'il n'a jamais foulé les sables de Tombouctou, Burckhardt a laissé une empreinte indélébile sur le monde. 4 livres, des milliers de notes et la découverte de 2 des plus grandes merveilles de l'architecture antique font de lui un explorateur à part entière, dont l'héritage continue d'inspirer les générations suivantes. Et ainsi s'achève notre voyage aux côtés de Johann Ludwig Burckhardt, cet explorateur suisse qui a défié les conventions de son époque pour révéler au monde des trésors cachés et de civilisations oubliées. Son héritage ne réside pas uniquement dans les lieux qu'il a découverts, mais aussi dans sa capacité à se fondre dans des cultures, à comprendre des peuples et à raconter leur histoire.